Bonjour et merci pour votre venue. Je suis Mitsu Edwards. Je suis Pierre Bourdier. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter notre démarche vis-à-vis de le réemploi des matériaux. Tout d'abord, cependant, je voudrais vous passer quelques mots concernant notre société Eckersley O'Callaghan. Fondée il y a 20 ans à Londres, nous comptons aujourd'hui 150 collaborateurs de 30 nationalités, égalité hommes-femmes, dans 11 bureaux à travers le monde. Et grâce notamment à une collaboration de longue date avec Apple, nous avons pu réaliser des projets dans une trentaine de pays à travers le monde. Et ce brassage international fait notre force. Notre bureau à Paris, fondé il y a 7 ans, consiste en une vingtaine d'ingénieurs en structure et en façade. Et j'imagine que bon nombre de vous vont reconnaître quelques visages sur le photo joint. Donc maintenant, je passe la parole à Pierre pour parler de le nerf de la guerre, le réemploi. Merci. Les matériaux de construction, vous le savez tous sûrement, vivent actuellement une crise ou une opportunité de mutation analogue à celle que vit l'énergie. Et c'est fondamentalement lié à ça, pour répondre à l'urgence climatique. L'ensemble de la filière de construction est en train de se réinventer afin de diminuer son empreinte carbone, qui aujourd'hui correspond toujours à 25% en moyenne de l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Cette mutation est encouragée par les pouvoirs publics, et notamment depuis 2022, du point de vue de la ressource, avec la loi AGIEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, la REP, la responsabilité élargie des producteurs, et bien entendu le diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, qui visent tous globalement à prévenir la production des déchets et à massifier le recyclage et le réemploi dans le bâtiment. Donc, obligatoire pour toutes les opérations d'envergure en rénovation, de plus de 1000 m², le PMD complète l'ancien diagnostic déchets avec la notion de réemploi. C'est un outil essentiel pour quantifier les gisements disponibles et surtout les rendre visibles et disponibles. Notre rôle est d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de réqualifier notamment les matériaux en façade pour le réemploi. Le réemploi est une aventure passionnante, déstabilisante, qui est à l'origine de nombreux questionnements. Peut-on modifier l'existant? Valeurs historiques, droits d'auteur? Y a-t-il un potentiel de réemploi? Une acceptabilité sociale, architecturale, programmatique? Est-ce réellement applicable du point de vue des performances, des garanties et de l'étude d'impact? La filière, peu à peu, se met en ordre de bataille pour structurer cette démarche et fiabiliser la requalification. Nous pouvons citer le groupe Spirou, avec le CSTB, Qualiconsult, A4MT, Booster du Remploi, Mobius, notamment qui vont sortir bientôt des guides du réemploi, notamment pour le second œuvre, structure bois, bardage minéraux, et bien entendu souligner le guide méthodologique pour le réemploi des menuiseries bois qui vient de sortir. Tout projet de réemploi démarre avec un audit. D'abord, recherche dans les archives. Les documentations graphiques et les spécifications de l'époque sont un vivier précieux pour orienter un projet de réemploi. Et souvent, on découvre que les matériaux utilisés à l'époque n'existent plus et ça nécessite des recherches complémentaires
de performance de ces matériaux, qui par exemple, la couche solaire peut ne plus exister, l'épaisseur de la lame d'air peut être différente, et donc les performances solaires et thermiques des vitrages se trouvent altérées. Les articles écrits à l'époque sont aussi parfois précieuses, notamment quand ils ont des reportages photographiques sur les processus de chantier, de construction mise en œuvre, parce que ça peut donner des indications qui sont autrement cachées de vue. Parfois, cependant, la recherche dans les archives ne donne pas lieu à grand-chose. Et de toute façon, systématiquement, on passe à un diagnostic sur site qui nécessite l'emploi de quelques équipements. Nous mesurons l'épaisseur du vitrage, l'épaisseur de la lame d'air, justement pour apprécier les performances thermiques et solaires de l'existant. Nous vérifions s'il y a une présence ou non de vitrage feuilleté pour des raisons de sécurité. L'utilisation d'une caméra thermographique donne des informations précieuses sur la performance globale de l'enveloppe en termes de son isolement thermique et aussi sur la présence sur la présence éventuellement... j'essaie. Voilà, la présence de ponts thermiques locales où il y a un problème spécifique à traiter sur le projet. C'est les points jaunes sur cette image-là. Nous établissons un état des lieux assez exhaustif des pathologies, là où il y a des instances éventuellement d'infiltration, où il y a des condensations sur les vitrages, etc. Et tout ça permet d'informer les clients et donner une orientation sur la suite à donner au projet. Fort de toute cette récolte d'informations, nous procédons à des analyses par la suite de prédiction de la performance thermique de l'existant et qu'est-ce qu'on peut atteindre avec des modifications plus ou moins conséquentes de l'enveloppe. Donc après cet état des lieux général donné par l'audit historique et technique, l'objectif des sondages est de compléter ces informations afin de mieux appréhender les matériaux et technologies de la façade existante. Donc, on s'organise, quand c'est nécessaire, avec le client pour décortiquer un module de façade de façon effectivement à comprendre mieux les systèmes statiques, comprendre les matériaux qui sont cachés et leur état de vieillissement. Ceci permet de fiabiliser la démarche, notamment vis-à-vis, par exemple, de la corrosion pour l'acier. Ceci débouche effectivement dans une connaissance en kit des façades existantes et un état des lieux fin pour répondre aux scénarios de remploi envisagés du point de vue architectural, bien entendu, technique et économique. Donc, ça, c'est un peu la synthèse qui nous permet effectivement, pour chaque élément du kit de façade, de déterminer est-ce que ça pourra être réemployé in situ, ex situ, réutilisation, ou est-ce que ça débouchera sur du recyclage ou du sous-cyclage. Donc, parfois, l'audit permet de conclure sur la viabilité d'une simple remise en état des façades, sans changement d'éléments de façade. Et c'est bien le cas pour ce projet c'est des bureaux à Montreuil, l'ancien bureau de Air France, détenu par l'investisseur AG2R mondial et réalisé en 2000. Le projet, le client voulait rafraîchir les plateaux et le socle, mais se posait la question par rapport à la pertinence de remplacer les façades qui n'avaient tout juste 20 ans quand nous avons démarré sur le projet en 2020.
Nous avons donc réalisé un audit très exhaustif de l'ensemble des plateaux, en repérant notamment les pathologies locales, les instances éventuelles de infiltration. Nous avons pu confirmer la performance thermique par des mesures avec les équipements démontrés précédemment. Et en conclusion, le rapport a permis au client et à l'architecte, c'était Nicolas Sisto, de valider une démarche de simple réemploi des façades. Et le projet a été livré en début d'année. Et vous voyez que malgré le fait que tout a été conservé sur les façades, sur les plateaux courantes, il y a un rendu vraiment qui donne un aspect renouvelé qui est tout à fait satisfaisante. Pour ce faire, nous avons, après l'audit, nous avons préparé lors de la consultation un repérage sur les plans de chaque endroit où il fallait une intervention, permettant aux façadiers de chiffrer leurs interventions. Donc les pathologies repérées étaient des défauts d'étanchéité qui nécessitaient des remplacements ponctuels des garnitures, ou parfois un pommel ou un poignet. Quelques vitrages devaient être changés parce que le joint de scellement était arrivé en fin de vie et va commencer à recevoir la condensation. Et puis, quelques retouches du thermolacage et un nettoyage généralisé du thermolacage permettront de requinquer le finition de la façade. Prochaine étape, nous pouvons envisager le réemploi des châssis. Et c'est ce que nous avons envisagé pour le projet de 47 Austerlitz qui vient de démarrer sur chantier. Pour lequel c'était un projet qui a été livré en 2002. Les façades étaient réalisées par Goyer avec des filières créées sur mesure pour le projet. Il y avait 6 000 m² de façade. Bonne quantité était réalisée sans rupture thermique et nous avions estimé que pour la pérennité future de l'ouvrage, ce n'était pas pertinent de les conserver. Mais 1500 m² de façade existante étaient d'une autre typologie de châssis qui comportait des ruptures thermiques. Et donc, nous avions postulé aux clients et à l'architecte, c'est Croenco l'architecte et l'investisseur c'est BNP Paribas. Donc, nous avons postulé le réemploi des châssis. Ils n'avaient pas abordé cette typologie de cette configuration avant, mais tout le monde était partante, d'autant que le projet visait une certification BBCA. Donc, les zones en verte dans le projet constituaient une zone de gisement parce que quand tu envisages le réemploi des châssis, il faut avoir une solution de repli si un châssis s'avère en phase de chantier pas apte à être réemployé parce qu'il a été déformé lors du curage ou dans sa propre vie. Donc, nous disposions d'une zone de vivier de remplacement. Mais, pardon. Pardon, excuse-moi. Je ne suis pas très pro pour le déroulement. Donc, dans ce cas-là, vous verrez que la zone centrale de la façade principale était d'une autre typologie qui n'allait pas être conservée. Et donc, nous avons proposé d'exploiter les châssis qui donnaient sur le cours côté Seine et les déplacer d'un côté de la façade de l'immeuble à l'autre pour poser contre la façade en façade principale. Donc, vous voyez sur les images de droite l'état de ces châssis après curage et le jugement du client était qu'ils étaient correctement dans un état de conservation correct pour permettre de procéder avec les démarches préconisées.
le réemploi des châssis existants a permis de réaliser une certaine économie en bilan carbone qui était très bénéfique pour les certifications. Ceci étant dit, nous avons préconisé le remplacement des ouvrants parce que les ouvrants existants ne comportaient pas de rupture thermique et donc représentaient un point faible dans la performance future de l'enveloppe. En remplaçant les châssis existants, les ouvrants existants, nous sommes heurtés contre des petits problèmes imprévus. Donc, par exemple, le contre-typage du thermolacage en termes de couleur, c'est tout à fait possible, mais le niveau de brillance correspondait à un produit qui n'existe plus et qui est nécessaire de recréer sur mesure dans le cadre du projet dans sa globalité. Sur ce projet, le client a eu la bonne initiative de commander un prototype en réemploi avant de lancer le marché principal de la construction. Ceci pour fiabiliser à la fois, pour vérifier à la fois la réalité technique et les aspects financiers de ce processus de réemploi. Donc, suite à la réalisation du prototype, le processus a été validé. Les retours de prix ont été dans les prévisions, ce qui était rassurant pour tout le monde. Et Rinaldi vient d'emporter le marché et nous démarrons le chantier actuellement. Donc c'est une démarche innovante qui nécessite de réaliser des essais AEV sur un châssis hors site. On a préconisé aussi un essai à la rampe généralisé sur toutes les façades qui sont en réemploi. Et nous avons travaillé pas mal sur les interfaces entre existantes et neuves. Et grâce à tout cela, le client les assureurs ont accepté de poursuivre le processus de donner des garanties nécessaires pour le client. Merci. Donc un autre projet très passionnant, qui est un ouvrage iconique des années 70, donc je vais aller très vite parce que je vois que le temps coule, qui est situé dans le 15e arrondissement à Paris, dans le front de Seine. Donc c'est un bâtiment conçu par Jean-Claude Jallat, Michel Proulx et bien entendu Jean Prouvé, et pour le compte de la SEM Paris-Seine et en chef d'orchestre l'agence d'architecture Givry. Nous nous sommes donc demandé comment répondre aux attentes d'une façade, aux attentes du XXIe siècle, tout en conservant un maximum d'éléments de l'existant. Bien entendu, bien entendu, certains éléments n'ont pas pu être conservés, comme ces châssis sans rupture de pont thermique à angles arrondis, qui ont été un véritable casse-tête à produire grâce à Choucault, notamment donc, de création de filières, de nombreux essais qui ont permis effectivement de refaire ce qui était existant. Par contre, effectivement, concernant les parties opaques, nous avons quand même 2500 lames en aluminium de 10 cm de large par 8 mètres de long. Et la question qui sont posées par emboîtement et qui habillent effectivement des panneaux opaques à âme isolante en polyuréthane et parements métalliques en acier galvanisé. Donc, les panneaux opaques derrière ces bardages, déjà, comment est-ce qu'on peut démanteler ou plutôt déposer soigneusement ces 2500 lames de bardage? Faut-il donc, est-ce que quel outillage doit-on créer pour les déposer soigneusement? Quel répertoriage mettre en place? Quel stockage? Est-il vraiment nécessaire donc, de déposer ces 2500 lames de bardage? Et comment faire pour déterminer l'état des matériaux existants derrière ce bardage? Donc il faut être inventif, il faut regarder effectivement quelle sécurité certains dispositifs peuvent nous permettre d'acquérir, et éventuellement effectivement déposer certaines parties de la façade
et effectuer des mesures plus précises, que ce soit de corrosion, de vérifier effectivement les sections efficaces des différents éléments, de façon à, dans le cadre de notre projet, on a eu un feu vert pour effectivement ne pas déposer l'ensemble de la façade et uniquement faire un ravivage de l'ensemble des lames. Donc, un autre exemple qui est très intéressant, donc, au rez-de-chaussée, c'est un mur rideau. Donc ça, on a l'avant et l'après. Et là, quelques détails, quelques stratégies de réhabilitation qui ont été faites en interne. Donc, en partant effectivement d'un mur simple vitrage à étanchéité inversée avec des réducteurs extérieurs, que faire? Peut-on effectivement déposer l'ensemble et refaire un peu ce que Shukono montrait tout à l'heure? Est-ce que c'est possible dans la temporalité, dans l'économie du projet, en termes d'assurabilité? Est-ce qu'effectivement, on est obligé de faire des trucs plus classiques, l'utiliser en mode nature, mais même, effectivement, quand on emploie uniquement en termes d'habillage, ça fait un vrai plus, un vrai potentiel architectural et une vraie démarche circulaire. Passons maintenant au sujet du réemploi du verre. Mais avant de parler du réemploi, je voulais passer quelques mots sur le recyclage du verre. Il y a 4 ans seulement, ce n'était pas envisagé de reprendre du verre issu des chantiers de démontage et des chantiers de curage et de le récupérer pour réinjection dans des lignes de flotte. Donc nous étions très heureuses d'échanger avec Saint-Gobain il y a 4 ans, quand on était sur le chantier du UNESCO, vis-à-vis de cette nouvelle possibilité qui se présentait à nous, de récupérer les vitrages et de les utiliser pour contribuer à une réduction des consommations énergétiques dans la fabrication du verre. Je vais juste dire ici que le nerf de la guerre, c'est le curage. Il faut que l'exigence de dépôt soigné soit insérée dans les spécifications pour le cureur au démarrage de l'opération. Et enfin, à ce sujet, suite aux innovations par Saint-Gobain en ce matière-là et le succès de le verre bas carbone oreiller, nous sommes très contents de découvrir que d'autres fabricants de verre prennent le relais et proposent leurs propres produits low carbon, et ça c'est très bien pour le marché global et pour la généralisation de ces initiatives. Maintenant, pour le réemploi proprement dit, nous avons, la question de la circularité se pose. Et un des problèmes avec le réemploi du vitrage constitué en isolant, c'est comment le démanteler. Donc, nous avons organisé avec des amis enclos un atelier de démontage des châssis blocs pour comprendre là où ça posait problème et améliorer ensuite notre démarche de conception en circularité. Donc, nous avons découvert notamment que les vis siliconées pour améliorer l'étanchéité étaient très difficile et consommait beaucoup de temps à démonter. Donc, point à noter pour l'avenir. Une autre initiative qui, il y a 4 ans, n'était absolument pas envisagée, c'est le décortiquage des panneaux de verre isolants en vue de récupérer les vitrages pour réemployer dans des projets neufs ou des projets de recyclage. Et donc, grâce aux interventions, aux innovations par GSF, qui a développé la méthodologie ISOMAX en Hollande, et aussi des partenariats entre EGLA qui fabrique les machines et AGC, fabricant de verre, il y a beaucoup de progrès actuellement sur le décortiquage des panneaux en verre isolant. Ce n'est pas encore tout à fait bien apte à exploiter sur nos chantiers, mais ça arrivera très prochainement. Et maintenant, je passe la parole à Pierre pour un sujet de recherche qui nous passionne particulièrement actuellement. Voilà, 2 minutes très rapidement, parce qu'on est déjà à moins 4 minutes.
J'espère que ça vous intéresse quand même. Donc, un projet dont on est heureux de vous présenter en avant-première, c'est le projet de thèse de Pascal Monbailly, donc un partenariat TU Delft, Caslo Calgan, avec l'appui de Saint-Gobain. Il s'agit très très rapidement d'avancer sur la notion de réemploi du verre. Est-ce que le verre vieillit à travers effectivement des mesures? Donc on voit ici Pascal en train de mesurer. Donc on avait un bâtiment avec un gisement de 2500 m² de verre trempé de 10 mm. Et du coup, les premières questions, c'est de savoir est-ce que le verre vieillit, est-ce que la contrainte surfacique du verre diminue avec le temps. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, donc la question du heat talk test. Est-ce que le heat talk test, il y a une équivalence temporelle pour les vieux vitrages qui n'ont pas eu ce test? Ça a l'air d'être le cas. La question de défaut, comment maîtriser effectivement ce qui est vraiment le vieillissement du verre, donc la taille des défauts, leur géométrie, etc. Et on voit effectivement que la géométrie de défaut, à partir d'un certain nombre d'années, on peut prédire effectivement la profondeur et la nature des défauts qui vont avoir lieu, que ce soit effectivement lors de la pose, le stockage, le nettoyage, les mesurer sur site pour vérifier ça, et avoir une démarche prédictive sur la contrainte à 50 ans du verre trempé, grâce effectivement à la mécanique de la rupture, qui relie effectivement la contrainte à notamment la profondeur Cmax des défauts. Donc ceci permet effectivement d'imaginer des protocoles de réemploi aussi bien en termes de mesures visuelles ou sur site, la question de l'échantillonnage et la question des marges que l'on prend avec l'échantillonnage, les appareils de mesure, l'inspection visuelle, de façon à définir effectivement des niveaux de qualité, trempé, durci, recuit, peut-être d'autres niveaux de qualité intermédiaires pour éventuellement permettre à terme le réemploi des vitrages trempés qui sont assez compliqués puisque non découpables, etc. Mais voilà, ça crée aussi, du point de vue un peu plus sciences dures ou sciences appliquées, donc un autre aspect du phénomène de réemploi. Voilà, et il y a des guides qui viennent d'apparaître, notamment pour le verre recuit, et on espère bientôt pour le vitrage trempé. Voilà. Pour terminer, j'espère qu'on a pu vous montrer que conserver est un sujet aussi passionnant que concevoir à neuf, et que ces quelques exemples permettent de rassurer quant à la viabilité technique et économique du réemploi. Merci beaucoup.